Ces pierres sont plus lourdes que ce que les grues modernes peuvent soulever. Pourtant, elles ont été posées avec une précision incroyable bien avant l'histoire écrite. Ils se composent de 3 blocs énormes. Chacun des blocs du Trilatron mesure environ 22 mètres de long. Pendant des générations, les érudits se sont disputés pour savoir qui les avait construits, des dieux, des géants ou quelque chose d'inexplicable. Certaines pierres sont si imposantes que les machines modernes sont incapables de les placer là. Pourtant, nos ancêtres y sont parvenus. Mais lorsque les scientifiques ont enfin percé le mystère de ces pierres, la véritable énigme de Baalbek s'est révélée, et ce qu'ils ont découvert sous le temple est quelque chose que le monde n'aurait jamais dû voir. Une découverte qui a bouleversé le Liban. Baalbek est l'un des sites antiques les plus mystérieux de la planète. Il se dresse dans la vallée de la Beïr, au Liban, à 85 km au nord-est de Beyrouth. Même après des millénaires, ces colonnes massives s'élancent toujours vers le ciel, projetant de longues ombres sur la vallée. Le temple de Jupiter, le plus grand du complexe, demeure un chef-d'œuvre d'ingénierie. D'énormes blocs de pierre empilés avec une précision qui continue d'intriguer les bâtisseurs modernes en font un lieu qui inspire à la fois respect et curiosité. Lors de récents travaux de restauration du sol du temple, une équipe d'archéologues a fait une découverte inattendue. En consolidant une section fissurée près du sanctuaire intérieur, un panneau de pierre s'est effondré, révélant une étroite ouverture en dessous. Après avoir dégagé les décombres, ils découvrirent l'entrée d'un couloir scellé qui ne figurait sur aucun plan ni carte historique de Baalbek. À l'intérieur, l'air était froid et sec. Les murs étaient constitués de blocs de calcaire si parfaitement ajustés qu'aucune jointure n'était visible. Sous la lumière des lampes torches, chaque surface semblait polie comme du verre. L'équipe fit appel à des spécialistes pour documenter la découverte. À mesure que la nouvelle se répandait, le site était cerné par des engins de chantier et des journalistes. En quelques jours, des équipes internationales venues d'Allemagne, de France et des États-Unis arrivèrent impatientes d'examiner ce qu'elles qualifiaient de structure impossible. Des drones survolaient la zone tandis que des archéologues photographiaient chaque centimètre du passage. Les premiers rapports suggéraient que les méthodes de construction utilisées pour ce corridor étaient sans précédent depuis l'époque romaine ou phénicienne. Plus ils exploraient les lieux, plus l'endroit devenait étrange. Des gravures ornaient les murs du couloir, mais aucune ne correspondait au latin, au grec, ni à aucune autre écriture ancienne identifiée jusqu'alors dans la région. Certaines se répétaient selon des motifs géométriques comme obéissant à une formule. Cette découverte divisa les équipes de recherche. Certains pensaient que ces marques étaient décoratives. D'autres ont avancé l'hypothèse qu'ils pourraient appartenir à une culture antérieure à l'histoire écrite. Puis les instruments ont détecté quelque chose d'encore plus étrange. Une chambre creuse située directement sous le sanctuaire, à environ 30 mètres de profondeur. Le géoradar a révélé que cet espace était symétrique et aligné avec les fondations du temple. Les ingénieurs ont averti que la poursuite des forages risquait d'endommager la structure, mais les données laissaient supposer que la chambre avait été scellée intentionnellement. Peu après, la direction des Antiquités du Liban a suspendu toutes les visites publiques à Baalbek. Officiellement, la fermeture était justifiée par des raisons de sécurité. Officieusement, des rumeurs circulaient selon lesquelles les relevés effectués auraient effrayé l'équipe de recherche. Les habitants murmuraient que le sol sous le temple était maudit. Ce qui avait commencé comme une simple restauration s'était transformé en une enquête secrète, surveillée par des scientifiques, des gouvernements et ceux qui craignaient ce qui pouvait être enfoui sous les pierres du Liban. Alors que les fouilles se poursuivaient dans le plus grand secret, une nouvelle question a commencé à se poser. Qui a construit Baalbek avant même que Rome ne l'atteigne? Une civilisation venue d'ailleurs. Chaque théorie qui émergeait était plus invraisemblable que la précédente. Baalbek, comme l'attestent des preuves archéologiques, a dû exister entre 6-0 et 8-0 voire 9-0 avant Jésus-Christ. Certains historiens ont évoqué les Phéniciens, affirmant que le site avait jadis servi de temple à Baal, le dieu de l'orage qui, selon la légende, liait le ciel à la terre. Des textes anciens décrivaient sa demeure comme une forteresse bâtie de pierres vibrantes du tonnerre.
Il était facile de rejeter ces récits comme des légendes jusqu'à ce que les scientifiques découvrent que les gravures ornant la base de Baalbek avaient été frappées à maintes reprises par la foudre, comme si le plateau tout entier avait été chargé d'énergie. D'autres se sont tournés vers des traditions encore plus anciennes. Dans les premiers écrits canadiens, Baal n'était pas un personnage isolé. Il était accompagné des veilleurs, bâtisseurs divins descendus des étoiles et qui érigèrent des fondations inébranlables. Plus tard, des légendes les transformèrent en géants, punis pour avoir révélé à l'humanité un savoir interdit. Le débat s'intensifia. Ces récits étaient-ils les échos d'une civilisation ancienne et avancée dont les générations suivantes se souvinrent comme de Dieu? Ou bien mythe et science s'étaient-ils simplement rencontrés par hasard au même endroit? Tandis que les discussions se poursuivaient, les chercheurs reprirent leurs travaux, déterminés à démêler le vrai du faux. Une fois le corridor sécurisé, l'équipe commença à explorer les couches inférieures du site. L'objectif était de déterminer l'étendue des fondations sous le temple romain. Or, leur découverte ne correspondait à aucune période de l'histoire de Baalbek. Entre les blocs de calcaire, une couche de terre compactée renfermait des fragments de bois et de charbon de bois. L'analyse des échantillons révéla des résultats stupéfiants. Les datations au radiocarbone indiquaient une présence humaine plusieurs milliers d'années avant l'époque romaine. Cela signifiait que l'activité humaine avait eu lieu à Baalbek bien avant l'érection de la première colonne romaine. L'équipe soupçonna d'abord une contamination ou une erreur, mais des analyses répétées confirmèrent ces résultats. Cette découverte obligea à réévaluer la chronologie du site. Elle suggérait que les Romains avaient peut-être construit leur temple grandiose sur une structure encore plus ancienne. Des discussions discrètes s'engagèrent parmi les experts. Certains archéologues avançaient l'hypothèse d'un sanctuaire phénicien bien plus ancien. D'autres y voyaient la preuve d'une civilisation encore inconnue de l'histoire. Tandis que l'équipe nettoyait la partie inférieure du temple, la différence devint flagrante. Les pierres supérieures étaient indéniablement romaines. Leurs traits de ciseaux étaient nets et réguliers, portant des marques caractéristiques des outils en fer, mais les pierres sous-jacentes présentaient un tout autre aspect. Les entailles étaient larges et lisses, avec des bords qui semblaient fondus plutôt que sculptés. Sous grossissement, la surface du calcaire semblait soudée, comme façonnée par une chaleur ou une pression intense plutôt qu'à l'aide d'un marteau et d'un burin. Sa texture était brillante, presque vitreuse par endroits. Aucune méthode antique connue n'aurait pu produire un tel effet. À mesure que les fouilles progressaient, les archéologues commencèrent à remarquer des symboles gravés aux angles de plusieurs pierres de base. Ces marques, simples mais délibérées, étaient disposées selon des motifs répétitifs. Certains chercheurs ont suggéré qu'il s'agissait de guides de construction, tandis que d'autres y ont vu une logique mathématique dans leur espacement. Aucune ne correspondait aux formes latines ou grecques. Plus ils étudiaient les pierres, plus il devenait évident que deux technologies totalement différentes avaient marqué ce site, l'une romaine et l'autre bien plus ancienne. Au sein de l'équipe, un nom commença à circuler discrètement. Les premiers architectes, ce titre informel n'en était pas moins significatif. Ils reconnaissaient ce que les preuves suggéraient, mais que personne n'osait affirmer, à voix haute, que les fondations de Baalbek aient pu être posées par une civilisation oubliée. Puis tandis que les ouvriers déblayaient la terre le long du bord le plus profond de la tranchée, une truelle heurta quelque chose d'inattendu. Ce n'était pas de la pierre, c'était incurvé, pâle et fragile. Le silence se fit sur le chantier, les pinceaux remplaçant les outils. En quelques minutes, la forme d'un crâne humain émergea de la terre, enfoui dans une couche qui aurait dû être plus ancienne que toute présence humaine. Les bâtisseurs qui n'ont jamais quitté les lieux. Lorsque les restes humains furent découverts, leur identité demeurait inconnue. Les ossements s'étaient plaqués contre la paroi de la carrière, entremêlés de fragments de pierre. Certains gisaient de face contre terre, d'autres à demi enfouis sous les décombres. Aucun signe de mise en scène rituelle ou d'inhumation organisée n'était visible. Ce qui s'était passé ici fut soudain et violent. À mesure que le site était dégagé, des circonstances s'éclaircissaient. Des outils gisaient éparpillés près des corps, des maillets de pierre, des ciseaux de cuivre et des règles de mesure brisées. Il devint rapidement évident que ces personnes étaient des ouvriers pris au piège au beau milieu de leur travail. Lorsque la catastrophe survint, l'équipe de fouille
commençant à les appeler les carriers qui n'ont jamais survécu. D'après les premiers rapports de laboratoire, de faibles résidus métalliques ont été trouvés sur les mains et les poignets de plusieurs squelettes. Le résidu ne correspondait ni au cuivre ni au bronze, mais à un alliage de haute qualité rarement observé dans les artefacts anciens. Certains chercheurs ont émis l'hypothèse qu'il provenait d'instruments de coupe ou de façonnage perfectionnés. Bien qu'aucun outil de ce type n'ait été retrouvé, les spécialistes médico-légaux ont examiné les ossements et constaté des signes évidents de microtraumatismes répétés. Les articulations des épaules et les lombaires présentaient une usure compatible avec le port de charges lourdes et la traction. De nombreuses côtes étaient déformées par des contraintes prolongées et les restes, n'étant masculins que féminins, présentaient le même type de lésions par compression. Qui que fussent ces personnes, elles avaient accompli un travail acharné pendant de longues périodes. Pourtant, un squelette se distinguait. Un petit implant en fer parfaitement intégré à l'os environnant était incrusté dans le crâne. La précision de l'insertion stupéfia les médecins légistes. Ils la qualifièrent d'irréprochable sur le plan chirurgical, sans équivalent pour la période concernée par le site. Lorsque les résultats de la datation au Carbon Quarters sont arrivés, la chronologie a de nouveau été modifiée. Les ossements étaient des milliers d'années plus anciens que l'époque romaine et même plus anciens que les premières civilisations connues du Levant. Cette découverte suggérait que ces travailleurs avaient vécu et étaient morts bien avant que l'histoire ne commence à consigner la présence humaine dans la région. Les tests ADN ont épaissi le mystère. Les marqueurs génétiques ne correspondaient à aucune population ancienne connue du Liban, de Mésopotamie ou des cultures voisines. D'après un rapport, leur profil génétique semblait isolé, comme s'ils appartenaient à une lignée disparue. L'équipe de fouilles était de plus en plus inquiète en rassemblant les preuves. La disposition des corps indiquait un seul et même événement catastrophique. Les roches situées au-dessus d'eux présentaient des fractures et les couches de sol suggéraient qu'un effondrement les avait scellés instantanément. Il semblait que la fin fût survenue sans prévenir. Certains scientifiques pensaient qu'ils avaient été tués par un effondrement structurel. D'autres murmuraient à propos de quelque chose de plus grave, un accident impliquant des forces que les bâtisseurs ne pouvaient maîtriser. Quoi qu'il en soit, cela avait mis fin à leur travail en un instant. Cette nuit-là, le camp fut plongé dans un silence total. Toutes les théories convergeaient vers la même pensée impossible. Quelque chose s'était produit dans cette carrière, quelque chose d'assez puissant pour tuer instantanément et ne laisser aucune trace. Et si les pierres avaient été là à ce moment-là, peut-être en avaient-elles été témoins. Les pierres qui se souviennent. À l'aube, les scientifiques commencèrent à analyser les pierres. S'il y avait eu une explosion, un effondrement ou une décompression, la roche l'aurait enregistré comme un appareil photo capte la lumière. Des échantillons ont été prélevés dans la carrière et dans les parties les plus profondes des fondations du temple. On ignore pourquoi Baalbek a été choisi comme site précis. Il pourrait s'agir d'un lieu sacré et tout le monde s'attendait à des résultats normaux. Mais ce qu'ils ont découvert a tout changé. Au microscope, le calcaire avait une apparence anormale. Sa surface n'était ni ébréchée ni érodée comme on pourrait s'y attendre d'une pierre ancienne. Elle était lisse, vitreuse et déformée par endroits, comme exposée à une chaleur intense suffisamment forte pour faire fondre sa couche externe. Certaines parties étaient soudées en fines bandes ondulées qu'aucun outil ni burin n'aurait pu créer. Lorsque la géologue en chef examina les images, elle murmura « Ces pierres se souviennent de ce qui s'est passé ici. » L'idée se répandit dans l'équipe. Ce n'était plus une simple figure de style, mais une hypothèse de travail. Les tests suivants n'ont fait qu'épaissir le mystère. Lorsqu'on a placé les échantillons sous observation, les instruments métalliques à proximité ont commencé à réagir étrangement. Les boussoles dérivaient du nord géographique. De petits fragments de métal adhéraient faiblement à la roche, comme attirés par l'électricité statique. Au début, on soupçonna un dysfonctionnement du matériel, mais les relevés se répétaient inlassablement. Le calcaire était chargé électriquement. Aucune explication rationnelle n'était trouvée. Il aurait dû être inerte. Certains ingénieurs
plaisantaient en disant que la carrière avait dû être frappée par la foudre. D'autres cessèrent de rire en réalisant qu'aucun éclair n'aurait pu créer des motifs aussi précis ni persister aussi longtemps. Lorsque les chercheurs examinèrent les faces taillées des mégalithes sous un éclairage contrôlé, un autre indice apparut. Chaque bloc présentait de fines lignes parallèles gravées à sa surface. Les rainures étaient parfaitement droites, toutes orientées vers le centre du temple. Elles étaient si fines et régulières qu'elles ressemblaient davantage à des marques laissées par une machine que par des outils humains. Sur des portées de 20 mètres, la pierre est restée plane à des fractions de millimètres près. Les ingénieurs étaient stupéfaits. Un technicien murmura que même les découpeuses laser modernes auraient du mal à atteindre une telle précision à une échelle aussi massive. Pour tester la densité des blocs, l'équipe utilisa des capteurs acoustiques. Lorsque des ondes sonores traversèrent la pierre, les mesures commencèrent à se comporter de manière inattendue. Le signal résonna profondément et de façon rythmique, se propageant dans les fondations comme un bourdonnement sourd. Puis un phénomène remarquable se produisit. Les autres blocs se mirent à réagir l'un après l'autre, vibrant en harmonie comme si tout le site avait été accordé sur une seule note. Le son n'était pas fort, mais il était vibrant de vie. L'un des scientifiques le décrivit plus tard comme le son des pierres se souvenant de leur raison d'être. Au terme des tests, une nouvelle théorie s'imposait. Les dommages causés par la chaleur, le magnétisme, la géométrie parfaite, la résonance, tout convergeait vers une seule possibilité. Les pierres n'étaient pas de simples matériaux de construction. Elles faisaient une partie d'un système conçu pour canaliser ou contenir l'énergie qui circulait autrefois sur le site. Si cela s'avérait vrai, la source de cette énergie devait se trouver quelque part en dessous. Les analyses révélèrent une cavité scellée directement sous le sol du temple, un vide suffisamment vaste pour contenir une structure entière. Les capteurs plus profonds laissaient entrevoir la présence de métal enfoui dans la roche-mère, mais les signaux étaient faibles et incomplets. Seule une ouverture permettrait d'en avoir le cœur net. Ainsi, sous le regard attentif de tous les chercheurs de renom présents sur le site, l'équipe se prépara à briser le sceau d'une chambre restée plongée dans l'obscurité depuis des millénaires. Les chambres ci-dessous, la découverte que les pierres pouvaient faire partie d'un système plus vaste laissa l'équipe face à une question cruciale. Où menait ce système? Des relevés topographiques avaient déjà révélé une chambre scellée sous le temple, mais personne ne pouvait en expliquer la fonction. Après plusieurs jours de fouilles, un étroit puits apparut près des fondations. Lorsqu'une petite caméra d'inspection fut introduite par l'ouverture, les premières images granuleuses et fragmentaires revinrent, puis l'image devint nette et le silence retomba dans la pièce. Sous les ruines romaines se trouvait une vaste chambre creusée à même la roche. Les parois, parfaitement lisses et symétriques, reflétaient la lumière de l'appareil photo comme du verre. Chaque surface était recouverte d'une fine glaçure minérale aux reflets légèrement métalliques. Malgré son âge, la chambre semblait intacte. Aucune fissure, aucune érosion, aucun signe de dégradation. C'était comme si les bâtisseurs savaient comment rendre la pierre inaltérable. Lorsque l'équipe y pénétra enfin, la température chuta brutalement. L'air était dense et métallique et leurs instruments se mirent aussitôt à dysfonctionner. Les boussoles tournaient à plein régime, les capteurs clignotaient, mais au début, on attribua ces dysfonctionnements à des interférences dues à la roche environnante, jusqu'à ce qu'un ingénieur remarque que chaque perturbation se produisait à un rythme régulier, toutes les quelques secondes, tandis que l'équipe inspectait la chambre, leurs lampes torches révélèrent quelque chose d'étrange. Le long des parois, des rangées de fixations métalliques étaient profondément enchâssées dans la pierre. Parfaitement espacées, elles formaient des lignes droites qui se rejoignaient au centre de la pièce. Les ingénieurs crurent d'abord à des supports décoratifs, mais la disposition était trop délibérée, trop précise. L'espace tout entier semblait faire partie d'une seule et même machine. Un technicien décida de le tester. Il plaça un scanner portable contre l'une des fixations métalliques. L'appareil émit un bip, puis commença à enregistrer un faible signal magnétique. Lorsqu'il passa à la fixation suivante, la même impulsion apparut, mais cette fois-ci avec un léger décalage. L'équipe effectua d'autres tests en progressant le long du mur jusqu'à ce que chaque instrument affiche des relevés identiques. Les signaux se répétaient en rythme comme si toute la chambre battait au rythme d'un cœur lorsque les données furent affichées sur les écrans.
Les résultats stupéfièrent l'assistance. Les relevés n'étaient ni épars ni aléatoires. Ils formaient une spirale parfaite qui rayonnait à partir d'un point unique juste sous le temple de Jupiter. Un silence s'installa pendant plusieurs secondes, puis l'un des ingénieurs murmura « C'est actif ». Quoi que ce soit, ça fonctionne encore. L'air de la pièce semblait plus lourd. Certains membres de l'équipe reculèrent, craignant de toucher à nouveau les murs. D'autres se penchèrent, les yeux rivés sur les écrans, incrédules. Ils étaient venus étudier une ruine antique, mais ce qu'ils venaient de découvrir ressemblait au cœur d'un organisme vivant. Un des physiciens suggéra une théorie audacieuse. La structure générait et stockait de l'énergie. Les supports fonctionnaient comme des bobines au sein d'un immense réseau électromagnétique. Ce réseau était conçu pour absorber et rediriger les contraintes exercées par la croûte terrestre, créant ainsi un champ stable qui protégeait la région de l'activité sismique. Cela pourrait expliquer pourquoi Baalbek, malgré sa situation en zone sismique, avait résisté pendant des milliers d'années sans s'effondrer. Le temple n'était pas simplement construit sur un sol solide. Il reposait sur un système de stabilisation qui renforçait le sol lui-même. Des tests supplémentaires ont confirmé cette hypothèse. À chaque fluctuation, même minime, du champ magnétique terrestre, la chambre réagissait. Le champ à l'intérieur pulsait, comme en écho à la planète, l'équipe a immédiatement compris. La structure n'était pas seulement ancienne, elle fonctionnait encore. Maintenant, un bouclier invisible qui avait préservé Baalbek, tandis que des civilisations entières s'élevaient et s'effondraient autour d'elle. Puis les relevés changèrent. Les pulsations commencèrent à fluctuer de manière irrégulière, gagnant en intensité avant de faiblir. L'équipement vacilla et s'éteignit. Pendant quelques secondes, l'air devint lourd, vibrant comme si quelque chose s'était agité dans les profondeurs. Le scientifique en chef fixa les écrans, comprenant ce qui s'était passé. La chambre sous Baalbek ne se contentait pas de protéger les ruines. Elle retenait quelque chose. Et ce qui avait maintenu la vallée stable pendant des millénaires commençait à céder. La perturbation, pendant quelques secondes après la fin des vibrations, personne ne bougea. L'air dans la chambre était immobile, lourd comme une odeur. Tous les instruments s'étaient tus et seul l'écho régulier de leur respiration se faisait entendre. Puis, d'en bas, un grondement sourd parcourut le sol. De la poussière tomba du plafond. Le sol de pierre trembla. Pas violemment, mais suffisamment longtemps pour que chacun le sente. Un avertissement, ce qu'ils avaient touché n'était pas terminé. La secousse se propagea au-delà des murs. À la base, les appareils photo tremblaient sur leurs trépieds et le matériel glissait sur les tables. Un technicien sortit en courant et vit des ondulations parcourir le sol, comme si la Terre elle-même avait expiré. Cela dura moins de 10 secondes, mais quand ce fut terminé, tous les regards se tournèrent vers le temple. Baalbek se dressait là depuis des millénaires, mais à cet instant, il sembla s'animer. À l'intérieur de la chambre, la peur brisa le silence. L'équipe se mit à discuter à voix basse, chacun essayant d'expliquer ce qui s'était passé. Un des géologues affirmait qu'il s'agissait d'une réplique naturelle provoquée par leur forage. Un physicien, s'appuyant sur les relevés, contesta cette hypothèse. L'énergie n'était pas aléatoire. Elle suivait un schéma, une pulsation en réponse au champ magnétique terrestre. Nous ne l'avons pas simplement déclenché, expliqua-t-il. Nous l'avons interrompu. Une autre chercheuse, encore sous le choc, murmura une théorie différente. Elle pensait que les anciens bâtisseurs avaient créé ce système pour contenir quelque chose enfoui profondément sous la vallée, une pression lente et constante provenant du noyau terrestre. Ce n'était pas les ruines qu'elle protégeait, dit-elle doucement, c'était nous. Ces mots résonnèrent dans l'air. Personne ne voulait y croire, mais les preuves étaient là. La technologie nécessaire pour stabiliser une région entière et construire une pierre capable de résister à l'érosion et au séisme dépassait de loin tout ce que l'Antiquité connaissait. Cette découverte troubla tout le monde. Si cette civilisation oubliée avait pu concevoir un mécanisme qui avait duré des milliers d'années, qu'avait-elle donc compris que la science moderne ignorait? L'archéologue en chef se tenait au centre de la chambre, fixant les instruments inertes.
Nous avons peut-être brisé quelque chose qui n'aurait jamais dû s'arrêter, dit-il. Sa voix résonna faiblement, engloutie par l'obscurité. Ils remballèrent leur matériel en silence. Certains avaient une peur de partir, d'autres de rester. L'air était à nouveau chargé d'une tension palpable, comme si la terre elle-même attendait. Lorsqu'ils émergèrent du puits, la vallée semblait d'un calme anormal. Pas un souffle de vent, pas un oiseau, comme seulement le poids de ce qui venait de se produire. Cette nuit-là, tandis que l'équipe analysait les données, personne n'évoqua la réouverture du site. Les dernières analyses révélaient un fait qu'ils ne pouvaient ignorer. Le champ stabilisateur sous Baalbek s'est effondré. La structure qui avait maintenu les montagnes du Liban en équilibre pendant des millénaires ne fonctionnait plus. Et une question hantait tous les esprits. Lors du prochain séisme, qu'est-ce qui retiendra la vallée? Selon vous, que recèle réellement Baalbek? Une technologie ancestrale, une force divine ou quelque chose de bien plus ancien que la civilisation elle-même? Partagez vos réflexions dans les commentaires.